Je viens de lancer l'enregistrement comme pour se conformer au fait à la coutume du programme. On essaie d'enregistrer les sessions pour que les amis qui n'auraient pas pu faire acte de présence puissent en fait pouvoir rejoindre et avoir du moins la vidéo à suivre après. Bon, vous serez avec moi pendant tout au long de ce mois. Je pense pour le module 2 et certainement, peut-être que je vais revenir encore pour le module 6 qui est en rapport avec tout ce qui est éthique de la data etc. Et aussi sur ce module du moins, où nous allons aborder beaucoup plus la collecte des données pertinentes en contexte africain. Est-ce que vous voyez mon écran? Je sais pas. Oui, oui. D'accord. Je ne sais pas si je m'étais déjà présenté le premier jour. J'ai oublié de faire toute la courtoisie tout au début, mais moi, c'est moi qui vais faire l'animation. C'est encore Abdul Kafid. Euh, je suis l'un des fondateurs d'Afrique Citizen et je suis actuellement le management en fait de cette organisation civique tech naissante. Donc, le module 2 pour les séances du jeudi, on va les appeler les lab and activities. C'est des sessions où on va parler vraiment des trucs spécifiques et un peu plus pratiques. Le but, en fait, de ces sessions, c'est de pouvoir voir des notions qui sont directement pratiques à appliquer, mais aussi de pouvoir apporter un soutien sur des interrogations ou des projets à impact social que vous aurez. Euh, on a déjà anticipé. Euh, J'avais bien envie de vous poser la question de savoir ce qu'est l'intelligence collective pour vous, sur la base en fait de la lecture que vous avez faite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu le document et qui aimerait partager ce qu'il a vu comme définition de l'intelligence collective ou ce que vous venez de comprendre? Est-ce qu'il y a une, deux personnes qui aimeraient partager quelque chose? Ok, c'est, c'est un coup de digestion pour le moment. J'ai comme l'impression que tout le monde n'a pas réellement lu à 100%. Ok, ok, c'est pas grave. Mais je crois que j'avais aussi donné une définition tout au début. Vous avez anticipé. Ah, ok, il y a des... Ok, Monsieur Mbassi, oui, vous voulez faire un récapitulatif et donner une définition. Excusez-moi, euh, oui, oui. On ne vous reçoit pas bien. Je reformule plutôt Pas bon. oui, je reformule plutôt Du moins, la question. déjà, Ou ça coupe un peu, on ne vous entend pas bien. En fait, sur la base de la lecture, c'est-à-dire le document, vous l'avez déjà lu, n'est-ce pas? C'est-à-dire ICIC, ça veut dire intelligence collective. En fait, quel est le lien entre l'intelligence collective et les sciences de données ou la data science? Ah oui, Laurel, une nouvelle personne. Laurel, oui, allez-y. Qu'est-ce que vous Oui, pouvez bon, répondre à ça? Oui. Ouais. sur la base de la lecture du livre que vous avez envoyé, Ouais. j'ai compris que l'intelligence collective est un Mhm. concept qui décrit la capacité d'un groupe de personnes à résoudre des problèmes et prendre des décisions euh, en combinant leur savoir, Ouais. leurs leurs compétences et Ouais. leur expérience de manière collaborative. Voilà. Super, super. Merci beaucoup, Laurel. Et maintenant, la deuxième question, quel lien vous pouvez faire en fait entre intelligence collective et les sciences de données? Bon, quand on parle de sciences de données, ça, bon, on dit données, on dit information. Et je pense que
Pour pouvoir adopter ce concept d'intelligence collective, on a besoin de la science des données. Voilà, c'est le lien que j'essaie d'établir. Super, super. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, d'autres réactions? Oui, Ibrahim. Ensuite, non, il y a un nouveau, Ibrahim, si tu le permets, il y a Monsieur Yao, Yao Kona qui a levé la main. Ouais, Monsieur Yao, on vous écoute. Ok, merci beaucoup. S'il te plaît, je n'intervenais pas, c'est parce que je suis dans la circulation. Mais bon, OK. il y a moins de bruit. Bon, pour moi, les liens qu'il peut y avoir entre l'intelligence collective et la science des données, déjà, par définition, l'intelligence collective nous permet de réunir plusieurs compétences pour résoudre un problème. Donc, la science des données va nous permettre de collecter un ensemble de problèmes et toutes ces personnes-là pourront s'asseoir, pouvoir donner une méthode de travail et pouvoir résoudre véritablement le problème. Donc, en grosso modo, je peux vous dire, la science de données permet de collecter un ensemble de données permettant à un groupe de personnes ayant plusieurs compétences de résoudre un problème. Merci. Super, super. Merci beaucoup, Monsieur Kona. Il y avait Savadogo, ensuite euh, Jaski et Steve. Oui, D'accord. Donc, Savadogo. pour moi, Oui. la science de données, ça intervient tout simplement parce que je pense que l'intelligence collective, le but, c'est de réussir à prendre une décision euh, logique et assez productive pour tout le monde. Et pour prendre une décision, il faut de l'information, il faut de la donnée qu'on va traiter, analyser avant de prendre cette décision-là. C'est le lien que je fais entre l'intelligence collective et la donnée. Je vais prendre l'exemple d'un modèle que j'ai récemment utilisé. Et la particularité du modèle, c'était d'être très modulaire. Donc, il y avait plusieurs compartiments qui traitaient différemment les données en fonction de... Bon, c'est un modèle agricole. Donc, on a un module de sol, un module pour la gestion de l'eau dans les sols, un module pour, comment on appelle ça, la nutrition des plantes et tout. Et Mhm. on a été traité différemment dans chaque module et renvoyé maintenant vers une engine centrale qui considère les résultats que chaque module a fait pour maintenant donner un résultat beaucoup plus optimisé. Donc, c'est comme ça que je comprends l'intelligence collective, le lien avec la donnée. Super. Merci beaucoup. Il y avait Jaski qui avait levé la main. Et oui. Non, à mon niveau, ça peut aller. Merci. D'accord, d'accord, d'accord. OK. Monsieur, si vous voulez ajouter quelque chose ou bien c'est bon, on peut continuer pour le moment. Bon, je peux ajouter, Mhm. dans mon sens, l'intelligence collective, le lien qu'il y a entre l'intelligence collective et sciences de données. Au Ouais. niveau de l'intelligence collective, ce que j'observe, c'est que on rassemble plusieurs personnes ou on fait parler plusieurs personnes dans le but d'atteindre un objectif. Et au niveau des données également, quand je regarde, on récupère, dans les sciences de données, ça consiste à récupérer différentes formes de données et puis essayer de les faire parler ou bien essayer de faire le lien avec dans le but de répondre également à un problème. C'est le lien que j'essaye de faire avec intelligence collective et sciences de données. Super, super. Merci beaucoup, les amis, pour ces différentes interventions. Et je crois qu'on peut arrêter le programme et je vais demander certainement au coordonnateur de vous envoyer les attestations déjà. Vous êtes déjà prêts. OK. Là, nous allons avancer et aborder en fait ce que on appelle la littératie. Donc, c'est un mot qui était beaucoup plus utilisé dans le monde anglo-saxon. On parle de literacy, mais en français, je crois que récemment, ça a déjà été aussi adopté. On parle de la littératie. Parfois, vous allez voir le thème de littératie numérique, littératie digital literacy, mais il y a aussi ce concept de littératie de données qui émerge et aussi essayer de voir de façon rapidement, en résumé, les bonnes pratiques pour adopter du moins quand on se met dans un processus, c'est-à-dire ou une initiative qui fait recours en fait à l'usage de la data. Alors, euh, oui, on a prévu trois points principalement. Ouais, parler de la littératie des données, voir quelques use cases, un peu comme, et on fera en pratique là comme une activité ensemble, un brainstorming globalement parlant et peut-être une introduction à GitHub qui est un outil technique.
très utilisé et qui est aussi un modèle d'intelligence collective, hein. Alors, l'humanité et les données. Donc, avec l'émergence, en fait, ça dit des ordinateurs et surtout la démocratisation de l'usage des ordinateurs, ça a favorisé, en fait, de prendre de nombreux moyens et outils d'interaction entre les humains. Donc, on utilise des ordinateurs maintenant. Aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser des ordinateurs ici afin de pouvoir communiquer, afin de pouvoir se divertir aujourd'hui, afin de pouvoir travailler Google Doc. Parfois même encore aujourd'hui, pour ceux qui utilisent des électroménagers, il y a des électroménagers qui sont intelligents, qui nous servent à pouvoir réchauffer par exemple la nourriture, à pouvoir faire ci ou faire ça. Euh, donc, presque dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, l'usage en fait des ordinateurs est devenu chose courante. Donc, ces interactions créent en fait de la data. Alors, on peut se demander comment est-ce que on peut les collecter, mais pas seulement les collecter, mais leur donner un sens et prendre des meilleures décisions qui peuvent avoir un impact sur nos vies. Parce que oui, les ordinateurs, ils sont omniprésents dans tout ce que nous faisons et les interactions que nous avons les uns les autres via ces ordinateurs, ça crée de la data. Maintenant, cette data, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on l'utilise pour notre bien-être? Je crois que c'est là la question fondamentale. Donc, euh, selon vous, euh, qu'est-ce qu'un ordinateur? Et, allô? Oui. Euh, bon, pour moi, un ordinateur, c'est un intermédiaire, c'est un Mhm. appareil, bien Ouais. sûr, Mhm. des nouvelles technologies, Ouais. qui fait d'intermédiaire entre les bases de données, genre les bases d'informations et nous les humains. Donc, ils nous permettent quand même d'avoir accès aux informations depuis chez nous. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci. Super, super. Merci. Monsieur Mbassi. Oui, merci. Pour moi, un ordinateur, c'est un appareil électronique, donc une machine qui permet le traitement automatique de l'information. Donc, Super, c'est juste ça. super. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Yao, vous, je vais personnaliser je vais améliorer la question. Pouvez-vous donnez-moi une liste de deux ou de trois ordinateurs. Vous avez dit une liste de... De deux ou de trois ordinateurs. Oh, bon, je prends les supercalculateurs, avec les data centers, un ordinateur de bureau, Mhm. et bon, et puis un smartphone, c'est aussi un ordinateur. Super, super. Merci beaucoup. Une autre personne peut me dire combien d'interactions vous avez eu aujourd'hui avec les ordinateurs. Monsieur Yao vient de donner trois types d'ordinateurs. Qui veut bien nous dire combien de... Oui, Monsieur Donald, combien d'interactions avez-vous aujourd'hui avec un ordinateur? Je crois que il y a des milliers, hein. On a des milliers d'interactions avec les ordinateurs parce qu'on les manipule à tout bout de champ pour avoir des informations. En tout cas, Super. moi, personnellement, je ne peux pas compter Pas aujourd'hui. compter. Et c'est la belle preuve, c'est ça maintenant que je suis en train de faire cette communication avec vous aussi. Voilà, voilà. Je combine les deux dernières questions. Il y a une personne qui veut réagir par rapport à ça. Je crois que maintenant, je vais essayer de voir une personne qui n'a pas parlé. Monsieur ou Madame Mengue. Monsieur ou Madame Mengue, vous êtes avec nous? Monsieur Oui, Yao, vous allô? pouvez Oui, éteindre allô? J'ai quelques soucis avec le réseau là. Ok, d'accord, nous vous J'ai quelques entendons. soucis. C'est quoi la donnée? Allô? Oui, allô? Oui, c'est quoi la J'ai donnée quel- selon vous? j'ai- j'ai quelques soucis avec mon réseau là, s'il vous plaît. Je vous suis difficilement. Ah, d'accord, vous nous entendez là?
Parce que nous pouvons vous entendre. Pas très bien. Pardon. Ah, d'accord. OK. Euh, je vois Monsieur Chris Gatseng. J'espère que je prononce bien. Oui, OK, d'accord. Monsieur Chris, qu'est-ce qu'un innovateur sans la maîtrise des données? pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Oui, qu'est-ce qu'un innovateur sans la maîtrise des données? Qu'est-ce qu'un innovateur? Ouais. Qu'est-ce qu'un innovateur peut faire sans la maîtrise de la data? Ok, bon. Sans une maîtrise de données, on peut juste essayer d'avoir, bon, ça serait difficile on va établir des plans d'action. Puisque sans l'analyse de données, on ne peut avancer dans un projet qu'avec des plans d'action. Super, super. Merci beaucoup pour ce partage d'informations, Monsieur Chris. Effectivement, Ok, merci. ouais, comme vient de le dire Chris, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, on a tellement besoin de l'usage de la data dans tout ce que nous faisons. Et il y a cette citation d'ODA qui dit que les, les façons dont vous générez des données peuvent vous surprendre. Je crois que tout à l'heure, en posant la question à Donald, on a vu que oui, il y a plusieurs interactions. Donc, une grande partie de ces données proviennent des interactions avec ces ordinateurs cachés. Monsieur Yao a parlé, par exemple, des data centers. Ça, c'est les ordinateurs cachés parce que tout le monde ne sait pas là où ils sont. Et les ordinateurs les plus évidents, tels que nos smartphones, nos téléphones. Aujourd'hui, on commence à avoir aussi des TV smart, de l'électronique un peu partout, etc. Parfois, nous avons même des capteurs qui permettent de pouvoir capter les mouvements des individus et de pouvoir réguler l'allumage ou le fait d'éteindre la lumière dans un bureau, par exemple. Euh, le petit exemple, ici dans le bureau, parfois, on n'a pas nécessairement besoin d'un interrupteur. Tu entres déjà, il y a des capteurs, ça détecte le mouvement et dès qu'il faut allumer en fait l'éclairage, etc. Donc, on estime que nous avons actuellement en moyenne près de 1000 interactions de ce type par jour et que ce chiffre passera à environ 5000 à, c'est-à-dire en 2025. Donc, c'était ça. En 2020, lui, il parlait déjà, il se disait que d'ici 2025, je crois qu'on est à un an, certainement qu'un humain aura pratiquement plus de 5000 interactions par jour avec des ordinateurs. Alors, la data, les données sont décrites comme tous les faits, c'est-à-dire, ça peut être des faits, des chiffres, des tests, des documents, des images, etc., etc., stockés ou pouvant être stockés sur un ordinateur. Donc, c'est ça. Stockés déjà, c'est-à-dire ce que nous avons déjà de façon numérique, ou pouvant être stockés. Pourquoi? Parce que parfois, quand on essaie de voir en contexte africain, généralement, on va dans un hôpital ou on essaie de voir, d'aller dans des administrations publiques. Qu'est-ce que nous avons? Où est-ce que nous avons de la data, souvent? Soit dans des machines, soit archivées sous forme papier. Voilà, soit activé sous forme papier. Donc, en fait, le fait que nous ayons beaucoup de la donnée, parce qu'aujourd'hui, à travers l'Afrique, nous avons beaucoup c'est-à-dire de données qui ne sont pas encore au format numérique. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas de la data. Mais pourquoi? Parce qu'on peut la stocker pour qu'elle devienne en réalité une data exploitable. Et c'est là l'un des grands défis de toutes les organisations qui veulent beaucoup plus rattraper leur retard et tirer profit, en fait, de la force de l'information. Voilà. Les ordinateurs, oui, on a des serveurs, des smartphones, même les distributeurs de billets. Aujourd'hui, on parle avec des ordinateurs avant qu'ils ne puissent nous donner de l'argent qu'on doit utiliser pour nos différentes activités, etc. Alors, on va faire une petite pause et faire une activité pratique. Si nous étions en fait dans une salle de classe là, euh, ce qu'on allait faire, c'est que j'allais vous demander à chacun, ou si vous avez un papier autour de vous, de le prendre.
et de faire le premier exercice, de dresser une liste de tous les endroits où les données vous concernant. Donc, ça dit, vous, vos données, où est-ce qu'on peut avoir vos données actuellement, peuvent être stockées, sont collectées ou stockées. Donc, c'est ça. Vous pouvez vous dire, ce schéma, je ne l'ai pas changé. C'était un cours donné aux étudiants du master en intelligence collective, mais considérez que c'est vous qui êtes là au milieu et vous vous demandez en fait où est-ce que vos données peuvent être. Essayez de faire ce petit exercice. On peut se donner 5 minutes où vous le faites sur feuille et je vais mettre le lien vers un document Google, un Google Doc ici où chacun va essayer en fait de contribuer. Donc, vous allez essayer de contribuer à ce Google Doc. Tac, tac. Un instant. Alors, je vais le mettre. Je vais mettre un lien éditable dans le chat ici et peut-être aussi l'envoyer via WhatsApp. Oui, allô? Ouais, Oui, un s'il vous instant. plaît, vous pouvez reprendre la question là, comme ma connexion me dérange là, s'il vous plaît. Pardon. OK. Nous avons essayé de mettre un lien d'un Google Doc actuellement. Je viens de le mettre dans le chat. Alors, ce qui Oui. va se passer, c'est que vous allez aller sur ce Google Doc euh, et essayer de faire une réflexion euh, où, je suppose que vous venez là, ce que vous allez faire, vous ouvrez les brackets, vous mettez votre nom et vous répondez, vous dressez une liste de tous les endroits où vos données, c'est-à-dire les données vous concernant peuvent être stockées. Et on est sur Google Doc, vous pouvez commenter la liste des autres pour essayer de... OK. Donc, on se donne 5 minutes, c'est parti. Donc, vous ajoutez votre nom en bracket et vous essayez de faire l'exercice. OK, nous sommes à 45, 5 minutes, donc à 50. Nous allons arrêter et continuer.
OK, encore 2 minutes. OK, super, super. Il y a des contributions. D'accord, 1 minute de plus et nous allons continuer. S'il vous plaît, on peut ramener la liste de présence là. Je m'essaie de connecter, c'est revenu. Merci. OK, super. Merci beaucoup pour cette contribution. Alors, c'est un petit exercice en fait qui vous permet de pouvoir mieux savoir en fait, ou du moins de vous poser la question de savoir, c'est-à-dire la data, où est-ce qu'elle peut être, parce que quand vous faites un exercice sur votre propre personne, ça vous permet de mieux appréhender en fait la thématique et de vous y prêter. Donc, je pense que nous allons pouvoir continuer avec, je vais pouvoir mettre en profit les, les quelques minutes qui nous restent aujourd'hui pour avancer. Alors, je ne sais pas si vous voyez de nouveau mon écran. À mon niveau, non, pas encore. Oui, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, en fait, on était en train de parler d'interaction entre humains par le biais des ordinateurs. Euh, et on a parlé également d'endroits où les données peuvent être stockées. Alors, la grande question, est-ce que l'information que vous utilisez, vous et moi, au quotidien, c'est seulement le résultat de votre seul, c'est-à-dire de vos données seules? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? OK. C'est-à-dire les informations que vous utilisez aujourd'hui au quotidien. Je suppose que vous avez votre téléphone, votre smartphone, et que vous exploitez des informations. Est-ce que c'est vos données seules qui permettent d'avoir cette information? Allô? À mon sens, non. OK, super, super.
Oui, exactement. En fait, quand vous prenez par exemple Google Maps, que vous utilisez pour vous retrouver peut-être dans les quartiers de la capitale du pays, ce n'est pas le fruit de votre donnée seule qui permettent en fait de pouvoir avoir cette information précise pour qu'une application vous permette en fait de pouvoir naviguer. Et c'est là qu'on essaie de se demander quelle est la différence en fait entre la donnée et l'information. Donc, quand on a une donnée qui n'est pas encore traitée, afin de pouvoir l'avoir dans un format en fait exploitable, donc là, on ne peut pas l'utiliser. Donc, c'est quand la donnée elle est traitée et qu'on obtient ce qu'on appelle l'information. Et c'est l'information qui nous guide en fait de ce que nous voulons faire dans une prise de décision, dans une action à mener, etc. Pour se rendre à un endroit où on n'est jamais allé, c'est généralement ça. On se réfère à une carte. On se réfère à une carte. Et la carte, en fait, c'est parce on a pu collecter des bouts c'est-à-dire d'informations, de données de gauche à droite. C'est pourquoi on se retrouve en fait à pouvoir le faire. Quand on veut chercher de l'information sur un sujet que nous ne maîtrisons pas, tout le monde, on va sur notre Google. Aujourd'hui, il y a l'émergence des outils d'IA générative comme ChatGPT qu'on utilise au quotidien pour pouvoir interroger beaucoup plus vite, c'est-à-dire la connaissance collective qui existait depuis des années jusqu'à l'émergence de ces formes d'algorithmes. Donc, tout, mais la question se posait, est-ce que toutes les données sont importantes? Et est-ce que toutes les données nous permettent d'avoir un impact social? Ça, c'est une question que j'aimerais vous écouter, tu sais. Est-ce que toutes les données permettent d'avoir de l'impact social? Des réactions? Oui, bah si. Bon, oui, merci. Pour ma part, je pense que toutes les données ne peuvent pas avoir un impact social dans la société. Pas totalement. Donc, c'est pour Ouais, ça qu'il y a la notion de ce qu'on appelle de données pertinentes. Donc, c'est un peu ça. ouais, c'est ça. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est bien évidemment ça. On peut collecter tout type d'informations, mais la façon dont nous les utilisons et le but pour lequel elles sont exploitées, c'est ce qui permet de pouvoir avoir l'impact social. Donc, toutes les données ne sont pas nécessairement pertinentes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle parfois les notions d'éthique essaient d'intervenir pour empêcher que, c'est-à-dire la donnée soit utilisée pour c'est-à-dire un objectif euh, autre que ce à quoi on s'est fixé. Euh, donc mais quand on prend spécifiquement les ODD, on en a parlé au début, à travers même vos interventions, c'est remonté. Donc, on a la possibilité en fait de pouvoir résoudre ces problèmes complexes-là qui permettent d'avoir un impact social, tel que lutter contre la pauvreté, la faim, la santé pour tous, l'éducation, l'égalité du genre, les infrastructures et villes durables, etc., etc. Donc, parfois, il est important de pouvoir prendre des objectifs de développement durable aussi comme un peu comme une carte qui nous permet de naviguer dans le travail pour la résolution en réalité des problèmes sociaux et l'innovation durable. Donc, vous pouvez faire cet exercice pour identifier un objectif de développement durable dans votre pays et essayer de réfléchir en fait aux données qui peuvent aider à les résoudre. Donc, il serait intéressant, vous pouvez faire cet exercice et l'ajouter au Google Doc que nous avons là pour cette séance. Ça sera super, super intéressant. Alors, mais quand on passe en fait du salut d'un problème social ou même économique, en fait, comment est-ce qu'on peut partir en fait de la data jusqu'à l'amélioration c'est-à-dire l'obtention des solutions durables? La première étape, c'est de comprendre le problème en écoutant et en lisant ou en posant des questions. Donc, le pourquoi, c'est-à-dire se dire oui, comment est-ce qu'on comprend réellement le problème auquel on est en train de faire face? On passe au fait à une deuxième étape qui est celui de planification. Donc, planifier en fait, identifier les sources et les méthodes qui peuvent nous permettre de pouvoir mieux collecter les données. Et c'est là que, en fait, quand je parlais de facilitation et d'organisation des processus d'intelligence collective, c'est un peu plus là aussi que ça devient très bien perceptible, en quelque sorte. La troisième étape,
c'est de pouvoir analyser maintenant les données pour obtenir des informations précises. Et c'est là que les notions que vous avez déjà abordées, par exemple, dans le module 1, vous seront utiles pour essayer de mieux exploiter les données, la traiter et tirer la bonne information de là. Une quatrième étape, ce serait maintenant de trouver ce qu'on appelle les insights. Quand on parle d'insights, en fait, c'est l'information clé que vous obtenez de l'analyse d'une data. Je suppose que vous avez sûrement fait une analyse et que vous avez calculé une moyenne. Et que certainement, vous voyez que euh, les, les enfants parcourent, au soit, ouais, les enfants parcourent peut-être 50 kilomètres pour pouvoir aller à, c'est-à-dire à l'école. Ça, c'est, je prends un exemple tout simple là. Euh, et que sûrement dans votre rapport, vous écrivez la moyenne de la distance parcourue par les enfants de 50 kilomètres tout court. Ça, par exemple, oui, c'est une information, mais là, ça ne devient pas en fait une insight clé. Ou soit que dans votre étude, il y a ça qui ressort et que vous avez analysé d'autres choses. Mais pour une personne qui marche sur 50 kilomètres avant de pouvoir aller à l'école, ça veut dire que même s'il devait marcher pendant toute une journée, ça va lui prendre plusieurs de trucs là. Donc, il faut revenir avec l'insight, c'est que les enfants parcourent certainement une distance assez longue et non raisonnable qui peut leur prendre certainement plus de 2 heures, 4 heures de temps avant d'aller au boulot, par exemple. Donc là, quand on parle d'insight, c'est que quand vous sortez avec une insight et que vous le dites en fait à un décideur, ça va réveiller quelque chose en lui qui le permet en fait de pouvoir se dire oui, il faut qu'on trouve une solution. C'est beaucoup plus ça. Donc, c'est l'information clé qu'on essaie de tirer en fait de votre analyse de données. Donc, même si vous avez fait votre analyse de données, vous avez vu que la médiane est ici, vous avez vu que la moyenne est ici ou qu'un autre indicateur est ici, il faut être en mesure de pouvoir l'améliorer pour sortir l'insight, c'est-à-dire l'information clé qui serait indispensable à la prise de données. Et c'est ça, maintenant, que vous communiquez, en fait, au commanditaire ou au decision maker, c'est-à-dire celui qui prend la décision dans le cas du problème que vous êtes en train de régler. Alors, euh, il y a une autre citation qui dit que les organisations qui sont data-driven, c'est-à-dire orientées données, et les individus prennent des décisions, c'est-à-dire qui sont basées sur l'interprétation des données. Ils le font en ajoutant de la valeur, en fait, à la donnée et en créant de l'information, mais également en essayant de faire ressortir les informations clés, c'est-à-dire les insights qui peuvent pousser à l'action. Donc, votre mission en tant que citizen data scientist, c'est-à-dire, c'est de pouvoir favoriser l'émergence en fait des organisations et d'une société qui pourra s'appuyer en fait sur les données pour pouvoir prendre de meilleures décisions, pour pouvoir en réalité mettre en œuvre des initiatives qui sont beaucoup plus précises et non sur le fait juste de l'intuition ou de l'émotion. Alors, au sein des organisations, il y a en fait, même dans le monde de la data en elle-même, si on prend la data de façon globale, il y a plusieurs métiers, corps de métiers qui existent dedans. Il y en a qui font dans ce qu'on appelle le data engineering, d'autres qui sont des data scientists, des journalistes ou le marketing de data, donc des personnes qui peuvent prendre de la donnée, la comprendre en fait, pouvoir rédiger des articles de journal, des suites pour la vulgarisation, pour pousser à l'action, etc., etc. Il y a des personnes qui sont que des data analysts, il y en a qui font dans la data visualization et des spécialistes beaucoup qui émergent sur ce qui est la gouvernance de la donnée. Donc, c'est pour vous dire que même dans le monde de la data en elle-même, il y a plusieurs sous-métiers et comme métiers qui sont en interne qui permettent en fait de pouvoir beaucoup plus organiser les choses. Ce que vous pouvez retenir, c'est que le data engineering, ça permet en réalité de pouvoir collecter, organiser, structurer les données au sein des grosses entreprises parce que parfois, dans les grosses entreprises, dans les grosses organisations, la structuration des données pour les rendre utilisables, elle est indispensable. Et même si on prend le cas où on parlait par exemple des données qui sont sur papier, pouvoir les structurer en un format utilisable, c'est indispensable et ça, c'est le métier des data engineers. Alors, les data analysts, eux, ils essaient de savoir comment on peut collecter, organiser, analyser les données
les data scientists, eux, ils vont un peu plus en profondeur à penser et créer même des algorithmes qui peuvent favoriser l'analyse. Et maintenant, quand on vient au niveau de tout ce qui est visualisation, c'est ça qui permet de pouvoir faire ressortir les insights. Et bien sûr, pour pouvoir pousser à l'action, il y a le data journalism qui est là, où on essaie de faire la vulgarisation à l'aide de la donnée que nous avons. Alors, les cas. Donc, on parle par exemple le taux d'abandon scolaire au niveau au national au Maroc pour l'année de 2020 à 2021 dans les trois cycles et du secteur public, par exemple, était de 5,3%, ce qui représente plus de 331 000 élèves. Donc, un chiffre en hausse de 0,3% par rapport à l'année scolaire de 2019-2020. Donc, il s'agit d'un véritable défi pour le système éducatif en raison de son impact négatif sur l'abandon scolaire et de son coût social et économique pour le royaume. Donc, en tant qu'expert data-driven, comment pensez-vous qu'on pourrait résoudre ce problème? Donc, c'est pour vous montrer à quel point parfois on peut avoir des défis spécifiques. Euh, Là, par exemple, si on se calait rien que par exemple sur le 5,3%, ça, c'est une information. Oui, quelqu'un peut penser que c'est relativement pas grand, mais si on le traduit encore et on fait ressortir que ça, c'est quand même pratiquement plus de 300 000 enfants. Donc là, vous voyez que ça devient une information clé qui permet qui peut pousser en fait à la prise de. Donc, on peut avoir des cas aussi sur l'accès aux soins de santé. C'est en fait un peu plus comme ça que ça se fait. Je vois que Ronaldo a levé la main. Et Oui. c'est une question. Vous avez Ouais. parlé du coût social là, qui a attiré mon attention. J'aimerais Mhm. demander comment on évalue le coût social et de quoi il s'agit concrètement et comment ça s'évalue parce que je suis un Alors, travail et ça m'embête. oui, en fait, là, quand on parle du coût social, imaginez qu'au sein d'une société, vous avez un enfant qui abandonne. S'il abandonne, c'est qu'il n'a pas la possibilité de pouvoir devenir un humain et contribuer convenablement, en fait, à la croissance de la société en elle-même. Parce que si celui-ci, par exemple, finissait et qu'il devenait, par exemple, un agriculteur moderne, il peut contribuer à la production agricole, il peut contribuer à ci ou à ça. Mais du moment où il est abandon et qu'il ne fait plus rien, il n'a plus les compétences qu'il faut. Imaginez un peu ce qu'il deviendra au sein de la société. Il peut être là, à des moments donnés, il ne sait pas quoi faire pour subvenir à ses besoins, alors qu'il est un humain, il grandit, et la frustration va augmenter. Ça peut aller jusqu'à créer de l'insécurité parce que cette personne peut commencer par développer des habitudes qui sont, qu'on peut voir d'antisocial, telles que à faire le vol ou faire ci ou ça. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on peut appréhender le coût social. Mais au-delà de ça, il peut peut-être avoir des indicateurs, je ne sais pas, on peut essayer de checker, qui peuvent essayer de mesurer, d'appréhender ça. Donc, mais ici, le coût social, ça a été juste la façon dont celui qui a fait la rédaction de ce paragraphe-là a essayé de faire le framing, c'est-à-dire de le rédiger pour attirer l'attention, en fait, sur le fait que c'est un problème important. Je ne sais pas si ça répond à, à ta question. Oui, c'est bon, j'ai Mm. compris. OK. Merci. OK. Désolé, cette partie de la slide est restée en anglais, mais quand on essaie de voir, en fait, quand on parle de la data, il y a plusieurs façons de pouvoir la voir. Donc, create it yourself, donc c'est-à-dire vous essayez c'est-à-dire de produire de la data vous-même à travers l'observation. Donc, c'est que vous pouvez observer des faits et vous essayez de noter. En créant des formulaires pour faire des enquêtes, c'est-à-dire auprès des personnes pour pouvoir collecter. En faisant de la mesure directe, peut-être qu'on essaye de prendre des échantillons de sol pour essayer de pouvoir faire des analyses chimiques dessus pour connaître leur salinité ou essayer de voir quelque chose d'autre. Ça, c'est des façons de faire, ou que c'est la taille des arbres. Donc là, vous pouvez faire peut-être une mesure directe vous-même. En installant ce qu'on appelle les capteurs Sensos, donc vous installez des capteurs qui vous permettent en fait de pouvoir récolter de la data ou en faisant ce qu'on appelle le tracking. Donc, ça aussi, à travers le web, vous essayez de traquer des comportements des gens à travers une plateforme sur laquelle ils interagissent. Parce que, par exemple, sur Facebook, tout ce que vous faites, sur TikTok, tout ce que vous faites, vos interactions, les vidéos sur lesquelles vous passez plus de temps et tout, on peut faire un tracking de tout ça. Et ça constitue des datas qui peuvent informer sur pas mal de choses. L'autre façon de faire,
c'est get it from somewhere. Donc, vous essayez de prendre la data de là où ça existe. Peut-être que c'est à travers une application mobile que vous avez pour organiser un travail ou quelque chose au sein de la société, vous récupérez, que les gens s'utilisent, ils laissent des données là que vous récupérez. Ça peut être des bases de données existantes sur plusieurs formats, ça peut être des fichiers Excel, ça peut être des bases de données sur les systèmes de gestion de bases de données comme MySQL ou bien d'autres qui sont de grosses bases de données stockées au sein des entreprises. Ça peut être aussi ce qu'on appelle des third party owners. Donc, c'est une autre institution qui a de la data, mais qui vous permet de pouvoir y accéder via ce qu'on appelle les API. Donc, API, essayez de voir comme quelqu'un qui a sa chambre et qui ouvre une fenêtre qui vous permet en fait de pouvoir regarder depuis la fenêtre pour voir ce qu'il fait à l'intérieur. Et bien sûr, à travers les différents sites Internet qui existent, vous pouvez faire ce qu'on appelle le web scraping. C'est-à-dire, c'est une façon de parcourir le web aujourd'hui pour essayer de collecter un certain nombre d'informations disponibles. Donc, c'est tant de méthodes qui existent. Et le web scraping, par exemple, lui spécifiquement, vous aurez une session dans un module pour apprendre comment est-ce que vous pouvez le faire dans la pratique. OK. Se demander parfois comment est-ce qu'on a des données qui sont utiles, pertinentes, useful. Donc, et pour essayer de faire un essai pour vous demander quelle est la donnée qui est importante, il est important de se demander, de se poser ces trois questions. Est-ce que c'est accessible via un ordinateur? Donc, est-ce que c'est sous un format utilisable par un ordinateur? Deuxième point, vous pouvez vous demander si il y a des informations, does it have information value? Donc, est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'utile à travers ça? Donc, il ne sert pas juste avoir de la data, mais est-ce que de cette data, on peut tirer quelque chose de très utile? C'est la deuxième. Et is it in the right format? Donc, est-ce que c'est sous un format utilisable? C'est-à-dire pour pouvoir faire vos analyses. C'est comme ça que vous vous demandez en fait si la data elle est importante. Donc, credibility is important here. Donc, tel que vous l'aurez certainement déjà constaté du moins, c'est-à-dire avoir de la data, c'est avoir en fait un pouvoir de nos jours. Donc, plus vous avez c'est-à-dire du pouvoir, plus les responsabilités augmentent. Donc, c'est pour vous dire quoi? Si vous devenez, vous êtes un spécialiste de la data, vous essayez de collecter de la donnée qui peut vous permettre de pouvoir faire beaucoup de choses à travers différentes analyses et différentes façons de pouvoir les utiliser. Ça augmente la responsabilité pour vous demander comment est-ce que vous l'utilisez quand vous l'utilisez de façon responsable. On dit souvent que quand un médecin fait une erreur, c'est une seule personne, c'est-à-dire un chirurgien fait une erreur, c'est une seule personne qui va en mourir. Mais vous aussi, en tant que spécialiste de la data, si vous faites une erreur, c'est sûrement peut-être des millions de personnes qui vont souffrir dans un pays ou à travers un produit que vous aurez créé. Donc, c'est là que vraiment, il est très indispensable de pouvoir développer c'est-à-dire des compétences éthiques et responsables en matière d'usage de la data. OK, c'est ça. Pour des projets, c'est important de se poser la question d'où est-ce que la data vient? Deuxième question, comment est-ce que, c'est-à-dire les indicateurs, c'est-à-dire les analyses ont été faites? La troisième question, est-ce que c'était vraiment un échantillon très représentatif qui a été utilisé ou pas? C'est important. Euh, Est-ce que les résultats sont significatifs? Il ne faudrait pas aller interroger 3-4 personnes et après tu viendras dire que oui, c'est ce qui se passe dans toute une population. Ça, c'est pas une bonne chose. Comment est-ce que les indicateurs qui ont été utilisés, quelle est leur pertinence? Et en fait, quelle est la réputation éthique en fait de l'institution à travers laquelle vous obtenez la data ou l'éthique en fait de la personne à travers laquelle vous obtenez en fait la data qui est utilisée. Donc, il est très indispensable de pouvoir en fait être transparent dans l'explication du processus que vous avez utilisé pour traiter les informations, expliquer avec beaucoup plus de précision en fait les calculs que vous avez faits et les techniques utilisées. Essayez de pouvoir reconnaître les droits d'auteur d'autres personnes qui ont donné leur point de vue sur ce sur quoi vous travaillez et avoir l'habitude de pouvoir donner le crédit à des sources de données ou d'analyse que vous exploitez dans votre quotidien.
Il y a des choses à éviter. Donc, lorsque vous travaillez au fait avec de la data, donc, tel que, c'est-à-dire de bâtir comme des histoires qui ne sont pas, c'est-à-dire de la vérité, en utilisant de la data, c'est pas bon. Et aussi, essayer d'éviter un certain nombre de biais qui existent, tels que c'est-à-dire, c'est des biais cognitifs parfois, qui existent, des biais tels que des biais de confirmation ou le biais du suivant. On pourra revenir en détail en fait sur ces différents biais qui existent. Et aussi quelques petits détails là. Euh, ça, j'en ai parlé tout à l'heure, le cherry picking. Donc, essayer de ne pas aller prendre juste des données sur deux, trois personnes et dire finalement que c'est ce qui est représentatif au sein de toute la population. OK. Donc, je pense qu'on va en arrêter là. Ça aurait été vraiment beaucoup d'informations passées. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des réactions, parce que nous avons encore une session à venir le samedi, je pense. Donc, on a dépassé un tout petit peu le temps qui nous était imparti. Je m'en excuse beaucoup de vous avoir retenu un peu plus, mais bon. Ah, je vois des questions dans le chat. Comment on essaie de donner dans la tête? Oui, on peut y accéder en posant les bonnes questions pour que les gens puissent nous les donner. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, merci beaucoup pour votre brillante présentation. Moi, j'ai compris beaucoup de choses, des choses qui vont me permettre d'améliorer quand même le travail que je fais. OK. Et ce que j'aimerais demander, c'est juste, c'est pas une question, hein. Hmm. Si on peut avoir euh, vite les enregistrements et également les documents. Ça nous permettrait de bien assimiler. Et encore moi, personnellement. Si on termine et d'ici demain, dans la journée, je sais que le jour qui va suivre, je peux en même temps resuivre, regarder l'essentiel. Bon, quand ça prend un peu de temps, ça me gêne. Parce que j'avais programmé de telle manière que le lendemain, je dois reprendre en même temps la séance précédente. Merci. OK. Ouais. OK. D'accord. Nous allons nous atteler pour que vous puissiez avoir des enregistrements un peu plus à temps que d'habitude. D'autres réactions ou commentaires? OK. S'il n'y a pas d'autres réactions, je vais mettre un lien ici dans le chat, un petit formulaire qui ne va pas vous prendre 2 minutes pour que vous essayez de me faire des retours sur la séance et certainement s'il y a des choses que vous aimeriez voir être améliorées pour les prochaines séances. Je vois que nous avons perdu quelques collègues, mais... Ah, Monsieur Mbassi a la main levée. Oui. Bon, je vous écoute. Oui, monsieur, je voudrais aussi vous demander à la fin de chaque séance comme ça de mettre à notre disposition, soit par WhatsApp, soit à WhatsApp ou sur la plateforme de e-learning, les supports de groupe, soit pour cette séance et pour les séances précédentes. Parce que jusqu'à présent, on n'a que eu deux supports de cours PDF. Aussi, j'aimerais aussi savoir quel est l'objectif dans le but de ce module 2. Merci. Oui, le but de ce module 2, c'est de pouvoir vous apprendre comment est-ce que vous pouvez collecter les données pertinentes. Donc, comment est-ce que vous développez des stratégies qui vont favoriser en fait la collecte des données telles que nous en discutons là. Donc, c'est un peu plus ça. C'est ça le but de façon simple. Le but, il n'est pas différent du titre du module.
Donc, je vais mettre le lien vers le formulaire dans le groupe, également dans le groupe WhatsApp. Et merci beaucoup à tous pour votre présence aujourd'hui et on se dit à samedi. Merci, monsieur. Bonne soirée à vous à samedi à 17h sans faute.